Donc moi je me présente, c'est lieutenant Chérif Khatab Diop. Je suis le conservateur de l'aire marine protégée de la Somone. On a quitté en réserve naturelle d'intérêt communautaire et on est venu maintenant en aire marine protégée. Et il y a une différence entre la réserve et l'aire marine. Tant sur le plan juridique, il y a une différence. Parce qu'au début, c'était une simple délibération que la commune de Signa avait donné à la population les moyens quand même de gérer un peu leur milieu environnemental. Et lorsque l'État a senti cette progression, il a dit que donc il va falloir pousser un peu plus. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant de passer à une simple délibération, il va falloir maintenant passer à un décret, ce qui donne juridiquement un peu de points et vraiment d'hargne pour la gestion environnementale. Je vais essayer de faire une petite présentation donc, de l'aire marine protégée. Juste, donc voilà, comme vous le voyez, on a des objectifs de création qui ont poussé vraiment les gens à créer donc au début cette réserve. On va parler un peu de l'historique, on va parler de l'objectif de création, diversité biologique, les organes de gouvernance, les outils de gestion que nous utilisions, la cogestion dans l'action, la valorisation des ressources et les contraintes et menaces. Donc voilà, si on comprend un peu l'ensemble de ces points, je pense que donc, tout est acquis. Donc historiquement parlant, ce qu'on avait constaté au début, avec les populations, qu'il y avait une forte dégradation du milieu. C'est dû tout simplement à une utilisation abusive des ressources. Parce qu'au début, effectivement, avec les anciens, bien avec nos anciens parents, eux, pour utiliser le feu, ils venaient au niveau de la mangrove. Parce que la mangrove constituait donc vraiment ce qu'on appelle une source très favorable pour faire le feu et pour faire même des cases. Donc, ils ont été obligés de couper donc, la mangrove. Et depuis un certain moment qu'ils ont commencé, on a senti qu'il y a une dégradation progressive. Et heureusement, il y avait un exemple qui a été cité au niveau de Popongine, avec les femmes de Kertupam. Eux, ils avaient senti cette dégradation et ils ont passé à une régénération de leur milieu. Et l'exemple de Kertupam a été recopié avec les femmes de Guéréo, avec les femmes de Sorokhassan, avec les femmes de Tchafra, parce que la réserve en tant que telle est entourée par 4 villages, ce qu'on appelle les villages périphériques de la réserve. Effectivement, comme on le dit en français, la vie d'un être vivant dépend de son milieu de vie. Au village, comme en ville, l'homme dépend de la nature pour sa survie. Et ces gens ont commencé à exploiter, et finalement, ils ont senti donc cette dégradation. Heureusement, ils étaient conscients à passer maintenant à une autre régénération, en mobilisant surtout les femmes. Parce que les femmes, elles étaient au premier rang pour la régénération de cette mangrove qui couvre au début une superficie de 700 hectares. 700 hectares de mangrove, où on a une zone TAN, c'est-à-dire une zone où il y a, c'est une zone TAN et une zone boisée. Donc, et on avait senti que par rapport à la position géographique, on recevait beaucoup d'oiseaux, que l'on appelle les oiseaux migrateurs. Parce que les oiseaux migrateurs aussi, ils veulent la quiétude. Les oiseaux migrateurs, il leur faut de la nourriture. Il leur faut ce qu'on appelle une certaine paisibilité. Et au moment où ils ont commencé à faire cette régénération, effectivement, on a senti que maintenant, il y a une ruée des oiseaux au niveau de cette zone. C'est pourquoi, au début, on parlait de réserve naturelle d'intérêt communautaire de la Somone, qu'on appelle ERNIS, et ça a été tout simplement sous forme de délibération avec la commune de Signa. Mais avec la décentralisation, maintenant, Somone n'appartient plus pratiquement à Signa, mais à la commune de Somone. Donc maintenant, on est à cheval entre la commune de Somone et la commune de Signa en tant que telle. Donc, devenu aire protégée, comme je vous le dis, l'État a senti que les populations qui sont là sont un peu éveillées maintenant pour refaire un peu leur milieu. Il va falloir vraiment maintenant passer à un décret. Et ce décret a été signé en 2020 par le président de la République. Donc, comme je vous le disais, elle paralyse donc les 4 villages. Donc, il y a les unités écologiques que vous voyez, où on a le plan d'eau. C'est là où se trouve actuellement l'ensemble des activités que nous menons. Il y a la mangrove en tant que telle, avec ses diversités politiques et faunistiques qu'il y a dedans. Pour les objectifs, voilà. Nous, notre objectif, c'est tout simplement de contribuer à la remontée biologique des espèces naturelles.
Parce qu'effectivement, on a senti qu'au niveau de la lagune, on avait beaucoup de poissons. Mais comme il y avait une exploitation abusive, donc il y avait une perte de biodiversité. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir encadrer la population avec des repos biologiques que nous sommes obligés de respecter sur le plan international, sur le plan même national, et que ces repos biologiques nous permettent d'avoir une régénération et une bonne reproduction de l'ensemble des espèces. C'est pourquoi on a aussi même des suivis quotidiens que nous faisons pour voir exactement les tendances qu'on a, l'ensemble des espèces qu'on a et quels sont les moments propices pour qu'on puisse laisser les populations à s'infiltrer au niveau de la lagune et faire des pêches convenablement pour subvenir à leurs besoins. C'est d'impulser aussi le développement socio-économique. Qu'est-ce qu'on a constaté? Avant l'installation même, ou bien avant la régénération des mangroves, il n'y avait pas beaucoup d'activités. Mais actuellement, on sent que effectivement, l'ensemble des jeunes, surtout, qui sont de cette zone, mènent des activités. Certains sont des piroguiers, certains sont des restaurateurs, certains sont des guides, et cela va leur permettre de subvenir à leurs besoins et de gagner leur vie convenablement. Au moment où je vous parle, on a recensé rien que pour les femmes agricultrices qui sont là pour vendre les huîtres et consorts, en créant ce qu'on appelle des milieux de dégustation et consorts. Elles sont au nombre de 53, voire 50 environ. Et ces gens peuvent gagner au moins 6 000 francs par jour pour subvenir à leurs besoins. Si on fait le cumul, on prend 50 fois 6 000, ça nous fait 300. 300 fois 12, vous voyez ce que ça fait? Donc, en moins par an, elles peuvent gagner vraiment leur vie. Les piroguiers aussi, pareillement, parce qu'il nous faut un règlement intérieur. Et que ce règlement intérieur, nous, on ne pouvait pas le faire sans l'appui des populations. C'est pourquoi on est la seule réserve, pratiquement, dont nous servons d'exemple pour pouvoir gérer la situation de la réserve avec un comité de gestion. Le gars que vous voyez, le monsieur que vous voyez derrière, c'est lui. Non seulement il est éco-garde au début, ça veut dire qu'il s'est montré dès le départ de son affection à l'environnement. Il est devenu éco-garde, il est éco-garde et il est le président du comité de gestion. C'est pourquoi dans nos organes de gouvernance, effectivement, les comités de gestion jouent un rôle très important. C'est M. Mbod. Donc il était en retard, certainement il était pris pas par madame, mais par ses activités. Pas par madame, mais par ses activités. Donc, pour les diversités biologiques, donc nous, comme dans notre travail quotidien ou bien dans notre mission régalienne, donc on est obligé de faire des suivis. Ce qu'on a constaté, au niveau de l'avifaune, on a presque 80 espèces d'oiseaux. Et heureusement pour nous que ces oiseaux, pratiquement, n'habitent pas ici. Ce sont tous pratiquement des oiseaux migrateurs qui, en période de froid, sont obligés de quitter l'Europe pour venir. S'ils voient que le milieu est adéquat ou le milieu est favorable, ils vont même sédentariser, faire leur ponte et repartir donc, pour gérer d'autres. Au niveau de la forêt aussi, pratiquement, c'est dominé par la mangrove. C'est-à-dire que la mangrove qui est là au niveau de la Somone, c'est grâce à la population avec un reboisement consistant qu'ils étaient en train de faire jusqu'à présent. Sur la faune terrestre aussi, on a des chacals, on a des varans, on a des nids. On a aussi les mollusques et on a aussi les espèces. Avec les poissons, je pense que récemment, on avait fait avec Dekelgate une mission. Et chaque année, on est obligé de faire 2 missions pendant la période chaude et la période froide. Ça va nous permettre de comprendre les tendances et l'ensemble des espèces qu'on a au niveau donc, de cette zone. Sur la gouvernance maintenant, nous on s'est dit que on ne peut pas assurer notre mission sans l'implication des populations. Et l'exemple de Somone est cité partout. Parce que la manière dont nous gérons avec les organes de gouvernance, je ne dis pas qu'on est unique, mais on a la chance de réussir avec ce mode de gouvernance. Et dans cette gouvernance, on a effectivement un comité d'orientation où il y a les autorités comme le sous-préfet, le préfet, les directions, vous voyez, techniques surtout, qui nous accompagnent dans ça. Dans le comité de gestion, effectivement, il y a le conservateur et il y a aussi l'ensemble des représentants des villages. Que ce soit des éco-gardes qui sont ici des villages, parce que nous aussi on s'est dit que l'État n'a pas les moyens, sur le plan même matériel que sur le plan personnel. Et on est obligé de tirer au niveau des villages sous désignation, comme par exemple des notables qui sont là-bas, qui vont nous envoyer des éléments. 4, 5 éléments par village qui vont venir assister ou bien qui vont venir nous seconder dans l'exercice de nos fonctions qu'on appelle des éco-gardes.
Et ces écoles-là sont considérées effectivement comme nous, comme des gens. Ils portent la tenue, ils gèrent tout ce qui est bêtage au niveau, parce que au niveau de la Sorbonne, on a ce qu'on appelle un système de tarification. On s'est dit que non, si on laisse les gens venir sans pour autant payer, ça risque d'avoir beaucoup de perturbations. On est obligé maintenant de créer ce qu'on appelle une tarification, où chaque personne qui va venir ou bien qui désire entrer dans la plage de Sorbonne doit payer un montant de 500 francs. Et l'argent qui est collecté, que ce soit au niveau de la balade, il va payer 6500, au niveau donc, de la balade terrestre, il va payer 1500. Et cet argent-là, qui sera récupéré à la fin de chaque fin du mois, sera redistribué au niveau des populations avec une clé de répartition. Où les populations, c'est-à-dire que l'ensemble des 4 villages, ont 20%, ont 40%, non, ont 20% du montant, c'est les villages, les 4 villages. Les éco-gardes, c'est-à-dire les gens qui sont ici de ces villages et qui accompagnent les gens aussi, ils ont 20%. Et sur le plan aménagement, parce qu'on a constaté qu'on ne peut pas faire une bonne gestion environnementale sans pour autant aménager. On prend les 40% de la clé de répartition, on va destiner uniquement aux aménagements. Et les communes, c'est-à-dire qu'on est à cheval entre 2 communes. Et le maire aussi, de temps en temps, il a des problèmes de carburant, des problèmes de trucs. Donc, les ressources qui sont tirées sont donc distribuées aussi à ces communes avec un taux de 10%. Chaque commune aura 5%. Et ce que va leur permettre vraiment d'avoir une implication donc, un peu réelle sur la gestion. Et les autres 10%, nous aussi, on s'est dit que nous sommes des agents. Effectivement, que l'État a pris un bâtiment pour nous, mais on a des charges. Il nous faut payer la bonne, il faut payer l'électricité. Voilà, il y a beaucoup de charges. Et ces 10% aussi sont destinés uniquement donc, à ces. Donc, dans la clé de répartition, et on est unique. Parce que dans les autres aires marines protégées, les ressources qui sont tirées financières, qui sont tirées de là-bas, sont reversées directement au trésor. Parce que c'est cette exception, parce qu'au début, on a senti que c'était une réserve. La population s'est montrée devant. La population s'est engagée pour régénérer leurs écosystèmes. Et vraiment, il ne faut pas, quand on tire maintenant profit de ces ressources humaines, ces populations doivent avoir aussi leur part. Et jusqu'à présent, je pense que l'État a très bien compris ce système qu'on a. Et ce système est en train d'être vulgarisé pour d'autres villages, pour d'autres sites. Bon, dans les outils de gestion, hein, parce qu'on est aussi de l'environnement, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des activités qui ne collent pas en l'environnement. Il nous faut vraiment avoir, juridiquement parlant, donc des textes qui régissent vraiment non seulement l'air marine protégée, mais qui régissent aussi les activités qui sont illégales et les activités qui ne sont pas illégales. Et toute personne qui mène une activité qui n'est pas illégale, d'abord, il y a le comité de gestion qui agit en premier lieu. Si on parvient à régler le problème, c'est bon. Si on ne parvient pas à régler le problème, on est obligé de remonter la procédure judiciaire. Et au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont en déphasage avec le règlement, sont obligés d'être emprisonnés ou bien d'être présentés au niveau du procureur. D'autres préfèrent une cessation donc, de la poursuite en payant ce qu'on appelle un règlement transactionnel avant le jugement. Et cette somme aussi est reversée au niveau du comité de gestion. Mais s'il y a le procureur qui agit en premier lieu, on est obligé que le montant qui sera versé par le délinquant doit être versé au niveau donc, du trésor public. Donc c'est pourquoi nous utilisons ces codes forestiers avec code de la pêche aussi, parce que comme on est en repos biologique des fois, on sait que les populations, voilà, il y a des gens qui font la du tête pour entrer, pêcher, donc ces gens-là aussi, donc on est obligé donc de les transactionner ou bien donc de les aider. Mais la majeure partie, comme je le dis, l'avenir des aires marines protégées repose sur une bonne sensibilisation. Si les populations ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire, c'est sûr qu'on va échouer à notre mission. Et le règlement intérieur aussi, ce n'est pas à nous seuls. On le fait avec le comité de gestion. Comme le comité de gestion, il y a une certaine représentativité des populations. Effectivement, le règlement intérieur est validé par le comité de gestion sous la supervision donc, du conservateur. Ce qui reste, pas beaucoup. Non, ce n'est pas mon ordinateur, hein, c'est pourquoi je suis un peu perdu là. C'est l'ordinateur du petit lieutenant là. Hein? Donc, voilà. Donc, ça, ce sont des activités que nous menons de reboisement. On sait que la nature reboise mieux que l'homme. Ça, on le sait. La nature reboise mieux que l'homme. C'est vrai, au début, on parle de 700 hectares qui ont été reboisés par les femmes de Guerrero, de Sorohasa.
Mais on sait que quand on entre dans la lagune en faisant des balades, on sait qu'il y a une forte régénération qui est naturelle. Qui est naturelle. Et c'est là, tout simplement, c'est vrai qu'il y avait des signes avant-coureurs qu'on menait pour faire des reboisements. Et ces gens de reboisement nous donnaient ce qu'on appelle une participation inclusive exclusive. Tout le monde se sentait responsable dans ces reboisements. Et c'est ce qui est intéressant. Parce qu'au début, ils ne comprenaient pas. Et puis maintenant, vous voyez même un enfant, quand il a une propagule, donc il est obligé de semer pour voir exactement ça va grandir. Et dans notre gestion environnementale, comme par exemple l'éducation environnementale, on est obligé de sensibiliser les élèves. Parce que moi, me sensibiliser, moi qui ai 53 ans ou bien 50 ans, si tu me sensibilises, moi je vais penser à ma femme et mes enfants. Je n'ai pas la tête. Mais avec les écoles, on est obligé de marquer cette phase. C'est-à-dire les expliquer carrément l'importance de cette mangrove. Et ces enfants-là, quand ils vont grandir avec cette expérience, c'est sûr que donc, il y aura une bonne conduite de ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, ça, ce sont des images que nous avons, que nous prenons. Et nous recevons aussi, sur le plan scientifique, aussi, beaucoup de gens, que ce soit des universitaires, que ce soit les écoles. Et on en profite des fois avec même les élèves, parce qu'on a une site de pointe. Ce qu'on a constaté, depuis la création, qu'au début, les gens ne savaient même pas que les tortues marines pondent au niveau donc, de la plage. Et maintenant, avec la nouvelle gestion, on est obligé de faire ce qu'on appelle des suivis. Donc, chaque année, on peut recevoir jusqu'à 15 nids, 10 nids, 6 nids, 7 nids. Ça dépend des périodes. Et une fois qu'on fasse la reconnaissance qu'il y a une tortue qui est sortie de la mer, parce qu'on a une partie marine et la partie lagunaire. La partie marine, c'est l'océan Atlantique, avec 5 km et 3 km de large, ce qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle une zone de reproduction. Et quand même les poissons viennent dans cette zone de reproduction, l'accès est interdit parce que dans le règlement intérieur que nous avons dit qu'effectivement, on ne les prive pas l'accès, mais on va contrôler l'accès. Donc, les tortues marines, quand elles sortent au niveau de la plage, elles sont obligées de creuser. Et quand elles creusent, nous, avec les systèmes que nous avons, on peut détecter là où il y a les œufs. Et une tortue peut faire jusqu'à 150, 200 œufs. Donc, on va surveiller pendant 53 jours, 54 jours, il y aura éclosion et on va les assister donc, pour qu'ils rejoignent la mer. Et ce qui est bizarre, j'ai appris par le président du comité de gestion, M. Boll, que Mouna, Fumu dem Banen, Botojol, Nyamou Guéné, Bougnou Magaté de Débat. Je n'ai jamais su ça. J'ai fait 15 ans dans les trucs. Après, il fait des lits. Mais je vous dis, oui, mais je vous dis, incroyable. Incroyable. Hein? Donc ça aussi, on a dit qu'on ne va pas se limiter tout simplement sur la valorisation de la lagune en tant que telle. Il va falloir augmenter tout un peu la plateforme touristique en créant d'autres sites qui vont permettre aux gens, parce que le toit qui vient, ou bien l'occidental qui vient de l'Europe, il ne veut pas être toujours dans l'hôtel, voilà, 5 étoiles. Il veut voir la nature. Et c'est pourquoi on a créé avec un occidental, du nom de Michel Ferrand, qui nous a permis de créer, d'augmenter un peu et de créer ce qu'on appelle le chantier écologique avec voilà, une longueur de 1,5 km qui va permettre aux gens d'être en contact avec les mangroves. Donc, on peut les toucher, on peut les voir l'ensemble des espèces qui sont. Dans une pirogue. Donc, ça, c'est dans une pirogue. C'est ce qu'on appelle donc la balade de Thérèse. Bon, ça, c'est des réunions de sensibilisation, hein, comme je vous l'ai dit, hein, parce qu'on a des piroguiers. D'habitude, ce sont des gens qui ne sont pas à un niveau tellement avancé. Il faut vraiment toujours les expliquer avec le comité de gestion ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'on doit gérer, comment entretenir le milieu. Et ce sont des gens qui ont compris, qu'effectivement leur avenir repose sur cette activité, sur la préservation du site. Et la préservation du site nécessite des nettoiements, nécessite des interdits, et vraiment ils sont en parfaite phase avec le règlement intérieur. Et ils sont constitués même en GIE pour pouvoir vraiment améliorer leurs conditions, leurs activités. Donc ça aussi sur le plan, comme je vous le disais, ça ce sont des torpillons que nous avons, que nous sommes obligés de guider après l'éclosion.
Donc ça, ce sont des études aussi pour nous menons. Parce que de temps en temps, on voit des oiseaux qui sont bagués. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'ici. Donc on est obligé de les surveiller, de voir leur durée qu'ils vont faire ici, le moment où ils ont atterri et quand est-ce qu'ils vont donc continuer. Ça, après tout, pratiquement, on a les pélicans qui sont là aussi, donc à une certaine période. Donc ça, c'est le suivi des tortues que vous voyez. Et on est obligé pour les protéger aux prédateurs, que ce soit l'homme qui est le plus grand prédateur, on met des gabions. Et dans ces gabions, si les gens voient qu'il y a un gabion qui est là-bas, effectivement, ils seront connus. Il y a des œufs qui sont là-bas. Et après l'éclosion, on a les gabions, on les range et on aide les papillons à rejoindre donc la mer. Bon, ça c'est la mangrove hein, en tant que tel. Hein. Donc ça vous le comprenez un peu. Donc voilà notre raison d'être. Sur le plan aussi pêche aussi, hein. Voilà les études que nous menons souvent avec la période du chaud et la période du froid. Et le dernier suivi qu'on avait fait, on était à 50 000 espèces appartenant à 26 familles qui ont été identifiées sur 6 stations. Parce qu'on s'est dit qu'il va falloir un peu diversifier pour voir exactement l'évolution. Bon, voilà, ça, ce sont des éco-gardens. Actuellement, ils ont augmenté. Ils sont au nombre de 12 présidents, hein, 12 éco-gardens. Donc voilà, c'est pour un peu distinguer des civils. Ils sont obligés d'être en uniforme. Et maintenant, les choses seront tellement améliorées, ils portent maintenant la tenue correctement au lieu de leur donner une spécificité. Hein. Donc, et ces éco-gardes sont ici des villages, des 4 villages même. Hein. Donc, le président, il est le président du comité de gestion, il est aussi éco-garde. Hein. Vous le voyez là-bas. Ça, c'est un poste de contrôle qui est là. Au début, il y avait beaucoup de détails avec l'hôtel Baba qui voulait agrandir sa superficie. Mais heureusement, les gens se sont mis au premier rang pour interdire ça. Donc, on dit que le problème de foncier est très accru ici dans cette zone. C'est comme les Almadies. Hein. Et je pense que les terrains sont plus chers ici quand même qu'Almadies. Donc voilà, les choses changent. Heureusement, nous, on a un décret qui est là. On ne va pas accepter les empiètements, on ne va pas accepter tout ce qui est... C'est bien délimité. Et c'est bien délimité. C'est bien délimité. Hein? La zone est bien délimitée. Parce que même dans le décret, effectivement, toutes les coordonnées sont mentionnées dedans, ce qui nous permet que si on a un empiètement, on prend les coordonnées, on visualise sur la carte, et puis voilà, on sait que... Donc voilà, ça c'est des systèmes de valorisation avec les touristes qui viennent. En moyenne, le mois passé, je pense qu'on était à 4200 et poussières. Les gens, maintenant, ils ont compris. Heureusement, la Covid nous a permis de connaître maintenant mieux ce monde. Parce que les gens ne voyagent plus. Ils veulent faire la distraction. Et ils ont su qu'effectivement, que ce monde est une destination. Et ce qui nous a permis maintenant d'augmenter un peu aussi notre revenu et de faire encore d'autres aménagements afin de proposer d'autres plateformes qui vont permettre aux touristes de venir. On a des Sénégalais, c'est sûr, hein, on a des Belges, on a des Américains, des Allemands. Donc pour le moment, alhamdoulilah, touchons du bois que les gens ont compris la destination de ce monde. Et nous aussi, dans l'exercice de nos fonctions, on veut que ce monde soit un site attractif, plus que même. Parce que les gens n'ont plus la chance, comme par exemple, de voir ce qu'on appelle un poumon vert au niveau donc de Saly ou bien au niveau de Mbour, parce que tout est maintenant, c'est l'agglomération, donc c'est les bâtiments, on n'a plus fini, il y a le bruit sonore mais ici, au moins, quand on vient ici, on sent que donc voilà, donc c'est un peu tranquille, c'est un peu le milieu, un peu naturel, et vraiment, donc on est obligé de gérer ça. Donc on a aussi nos coutumes, comme vous le voyez, on a un génie protecteur qui est là aussi, hein, qui s'appelle Baïsang. Baïsang, c'est une déformation du nom Père Jean. Baï qui veut dire Baïsang, comme les Lébou, ils ne peuvent pas dire Jean, ils sont obligés de dire Sang. Sang, Baïsang. Hein? C'était Père Jean et les anciens qui l'ont vu, ils ont dit qu'il a la peau blanche. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard que les toits viennent ici souvent. Je vous dis, c'est le premier constat que j'ai fait. Dès l'instant qu'on m'a raconté l'histoire, on me dit que effectivement, les anciens qui ont vu le jeune protecteur, il a la peau blanche. Et je vois souvent des toits ici. On dit que voilà, il y a un link. Ce n'est pas un hasard que les toits sont là. Hein. Je pense que le président va mieux expliquer donc, le jeune protecteur. Et Baïsang, c'est lui notre garant. J'espère qu'il a été accusé de notre venue ici.
En principe, de toute façon, s'il y a des lébous, ce que j'ai constaté, récemment, on avait reçu des élèves, des vendeurs de fisc. Malheureusement, après la sortie, j'ai vu que voilà, il y a pas mal de filles qui tombaient là, qui criaient, et puis voilà, dans le service. J'ai demandé au président, il m'a dit que certainement ils n'ont pas salué le Elles ont ignoré pas ça. Donc ça, c'est les femmes aussi. Des femmes très, très, très braves. Et on est obligé de les accompagner dans l'exercice de leurs fonctions. Et pour le moment, il y a beaucoup d'organisations qui veulent les aider. Parce que non seulement on les encadre, mais la manière dont ils font la cueillette est un peu artisanale. Et que c'est vrai que la technologie a un peu avancé. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir les accompagner et de les mettre vraiment dans l'ère nouvelle, comme on le dit. Hein? Donc, ce qui va leur permettre vraiment d'accroître un peu le revenu. Et elles se sont regroupées en GIE aussi. Et pratiquement, ce sont des femmes de guerre de l'autre vive, hein, qui viennent, qui traversent le matin, donc voilà, pour faire leur cahier et faire même des dégustations. Hein, elles ont un restaurant, donc, où les touristes, pendant les week-ends surtout, donc voilà, pour avoir la place là-bas, c'est un peu difficile. Hein. Si d'habitude, si vous ne faites pas de commande, vous risquez de rester debout pendant très longtemps pour pouvoir être servi. Et pour le moment, donc, elles sont bien et elles sont dans le comité de gestion aussi. Toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les services écosystémiques qui tournent autour de la lagune sont représentés dans le comité de gestion. Ce qui nous permet d'avoir non seulement un aura, mais ce qui nous permet d'avoir vraiment... Les gens connaissent ce qu'on est en train de faire et les décisions qui sont prises aussi doivent être portées à leur connaissance, ce qui nous facilite vraiment dans notre mission. Et ça, c'est un toit qui s'est investi en élevage des huîtres. Hein? Je pense avec ces gars. Non, vous êtes au courant de ça? Hein? Donc voilà, c'est une concurrence loyale. Il y a les femmes qui font cette même activité, mais le toit, il prend les essais au niveau de l'extérieur en France. Donc ils viennent les semer au niveau de la lagune et pendant un an, voire un an et demi. Parce qu'on a constaté que les huîtres que nous avons ici au niveau de la zone sont mieux même que les huîtres qui sont venues de l'extérieur, de par leur poids, de par leur design, de par leur forme et comme ça. Et le toit, il a très bien compris, c'est pourquoi il s'est voulu, il a investi donc, dans ce domaine. Les contraintes maintenant, comme je vous dis, hein, je ne dis pas que nos anciens, malheureusement, ils n'ont pas compris le fait d'être proche de la lagune ou presque de la mer pour donner une longue vie. Ils ont vendu les terres pratiquement à des Occidentaux. Ces Occidentaux ont acheté les terres, ils ont construit. Et malheureusement pour nous, État, au moment où ils construisaient ou bien ils achetaient le terrain, la superficie était en délibération. Ce n'est pas un décret. Si j'achète un terrain, j'ai une délibération. Donc la lagune a une délibération, moi j'ai une délibération, je ne peux rien. Mais avec le décret maintenant, on est obligé maintenant d'interdire tout empiètement. D'interdire tout, de toute façon, toute occupation illégale au niveau de la réserve est formellement interdite donc, par le décret. Mais malheureusement aussi, donc, avec les déchets plastiques que nous vivons, donc on est obligé de faire parce que pour assurer la sécurité carrément de la lagune, que ce soit la partie marine, que ce soit la partie terrestre, on est obligé de créer des postes de garde. Où actuellement j'ai un effectif de 11 éléments qui sont en nuit et jour au niveau, donc à l'intérieur, pour surveiller exactement les gens qui font des activités illégales ou bien les gens qui font des dégâts au niveau de la lagune. On ne voulait pas que cette zone soit un dépotoir d'odeur. Et si vous entrez au niveau de la lagune, vous savez qu'effectivement, il y a la main de l'homme qui est là pour vraiment assainir le milieu. Malheureusement, avec les barrages de Kissan, C'est quoi le barrage Kissan, c'est un barrage qui est construit par l'État du Sénégal. Hein? Oui. C'est un barrage pour faire passer les eaux fluviales et consorts. Et il y a aussi l'autoroute à péage. Parce que nous, on est dans un bassin versant. C'est-à-dire toutes les eaux fluviales venant de la région de Thiès descendent vers là-bas. Et maintenant, s'il y a des infrastructures en amont qui sont construites, ça va dévier certainement l'hydrographie de ces eaux. Et on est en train de lutter sur ça. D'où on a au moins senti qu'avec le barrage, ou bien avec la cimenterie, ou bien avec les travaux qui sont menés en amont de la réserve, effectivement, bloque la circulation des eaux fluviales. Et s'il bloque la circulation des eaux fluviales, effectivement, il y a ce qu'on appelle un problème d'ensablement au niveau de la lagune. Heureusement que l'État ou bien les gens ont compris
actuellement, on a un projet pour désensabler un peu la lagune, ce qui nous permet d'avoir une circulation plus fluide. Et le pont de Idrissa, malheureusement, notre futur président, il paraît qu'il a un champ là-bas. Président Idi, hein, je pense bien. Hein? Il a dit qu'il est candidat. Bon, moi, je parle en tant que tessoir. Non, je parle en tant que tessoir. Hein? Je parle en tant que tessoir. Hein? donc, voilà, on a un barrage qui est au niveau du champ de Idrissa qui avait carrément bloqué la circulation. Et il a fallu vraiment des pourparlers pour qu'ils comprennent que voilà, il va falloir démolir et refaire un peu le barrage pour pouvoir passer de l'eau. Donc, heureusement qu'il a compris et nous a donné son accompagnement pour qu'on puisse gérer donc cette situation. Donc, en principe, voilà ce qu'on a. Donc, ça, c'est les barrages hein, que vous voyez en amplifié. Mais normalement, les études d'impact environnemental auraient dû, de toutes ces infrastructures dont vous avez parlé, auraient dû montrer ça. Mais il aurait dû avoir des mesures d'atténuation. Je sais qu'avec tous les projets que l'État est en train de faire, effectivement, il y a des études d'impact environnemental. Mais malheureusement, les cibles ne sont pas contactées dans ces études d'impact. Parce que moi qui suis à la Somme, ou bien le président qui est là à la Somme, si les gens l'impliquaient dans l'étude d'impact environnemental au niveau de l'autoroute à péage, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de mesures d'atténuation. Mais voilà, c'est dès que c'est la... Voilà, c'est le ministère de l'Environnement. Vous avez un excellent donc, voilà. Hein? Donc, voilà, ça, c'est la cimenterie. Hein? La cimenterie aussi qui a créé vraiment beaucoup de dégâts. Hein? Ça, c'est la carte de la réserve de Bandian. Parce qu'effectivement, on avait constaté que depuis Dias, en premier obstacle, c'est la réserve de Bandian. Et pourquoi la réserve rousse? Parce qu'ils avaient créé un pont pour pouvoir extraire de l'eau à l'intérieur de la réserve. Parce qu'ils ont créé un petit lac artificiel. Effectivement. Et il fallait maintenant démolir carrément. Ils auraient dû maintenant ouvrir. C'est ça. Maintenant, on a démoli même le pont qui est là-bas. Hein, c'est sur la nationale, hein, c'est visible. On a démoli le pont, on a relevé le pont pour que les gens vont passer carrément. Mais malheureusement aussi pour nous, parce qu'il y a un autre inconvénient. On a constaté au niveau de Bandia, il y a beaucoup de crocodiles. Beaucoup de crocodiles. Et pendant l'hivernage, effectivement, ces crocodiles sont obligés de suivre les flux de l'eau. Et ils vont atterrir au niveau de la Somone, voir le président. Non, mais ça, c'est pas bien. Parce que les gens qui sont là ne connaissent pas les crocodiles. Ils peuvent être des animaux dangereux. C'est ça le problème. Mais ça, c'est les nouvelles. C'est la faune qui revient. Parce que peut-être même il y a. Mais il va falloir parce que si, comme par exemple, si moi je prends madame, je l'amène en pirogue, en balade, salam alaikum salam, vous voyez beaucoup de crocodiles. Voilà ce que ça fait. Mais au niveau de l'ouverture du pont, à partir de la réserve de Bandia, on peut faire un système de telle sorte que ça va filtrer. Sauf peut-être les juvéniles, les très juvéniles, mais sinon. On l'a fait. On l'a fait. Hein? On l'avait constaté et on l'a fait en dernier lieu même. Pour dire aux gars qu'il faut falloir des grilles de protection où l'eau peut passer carrément. Mais vous savez qu'avec la saison des pluies, les eaux qui viennent de Thiès ont un début très fort. Hein? Très fort. Hein? Donc voilà, on peut sélectionner parce que si nous faisons des mailles de très fines, ça va tout emporter. Et puis ça va bloquer parce que vous donnez une branche Tafouti, une branche Tafouti, les autres vont Tafouti, donc on est obligé de. Il faut laisser le crocodile. Président, il faut laisser les crocodiles. On demandait à Baïsang de protéger. Non, Baïsang de protéger. Donc ça, bon voilà, ça c'est les issues. Donc si on parvient à avoir l'eau qui va venir carrément, donc ça va nous permettre. C'est vrai que ça c'est sur l'autoroute à péage. Ça c'est l'autoroute à péage. Hein. Ok, d'accord. Bon, les menaces c'est ça, c'est l'ensablement, c'est les lotissements, c'est les changements climatiques, ça c'est un peu naturel. C'est la boulimie foncière, comme je vous dis, hein. Tout le monde va habiter maintenant à la Somme. Heureusement, quand même, vous avez votre décret. Ouais, on a ça, mais je vous dis, hein, il y a des promoteurs, hein, comme l'hôtel Baobab, le gars, pour construire, il paraît qu'à la dernière minute, le président lui a donné un décret.
pour construire. Vous voyez ce que ça fait. L'État nous dit de protéger. Mais il a un décret qui ne peut pas. Non, il ne peut pas progresser. Il voulait progresser. Il a un décret qui lui permet de s'installer, de construire l'espace que l'État lui a donné. Il faut attaquer le décret, son décret à la Cour suprême. D'accord. Oui, ça va faire jurisprudence. On va te faire. Bon, je sais qu'il y a des promoteurs qui sont là et puis voilà, qui montrent la tête. Votre particularité, c'est que vous êtes dans une zone touristique. C'est ça. C'est ça qui fait où, bon, il y a les mauvais aspects, là, on va les évoquer, mais aussi ça vous a permis aussi de créer beaucoup de alentour, beaucoup de métiers. C'est ça. Et puis bon, ça permet aux hôtels qui sont alentour de pouvoir quitter le balnéaire pour faire d'aller vers un tourisme de découverte. Donc, je pense que j'ai un peu parlé. Voilà en gros la petite